Votre émission Adrénaline Gascogne vous est présentée par le Centre Leclerc de Mont-de-Marsan. Monsieur Agrena, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir parce que C'est avec grand plaisir. vous avez 80 ans. Et Un peu plus dans quelques mois, dans un mois. bah, on va rester à 80, on passera à 80. Oui, 80, ça ira, ça me va très bien. Le 14 décembre 1942, justement, vous êtes né. Oui. Ça fait déjà un moment. Et vous êtes toujours, j'aurais tendance à dire, en poste à la Ganaderia. La passion est toujours intacte. C'est la passion qui fait vivre. Et personnellement, on me dit souvent, mais quand c'est que tu prends la retraite? Je dis oui. Si vous me dites ce que je fais le jour où je suis à la retraite, que j'ai plus les vaches à m'occuper, je prends la retraite. Sans les vaches, je finis. Voilà. Et vous êtes à la course landaise pour les vaches. Alors vous aimez tout ce qu'il y a autour, mais votre vraie passion, à la différence C'est les peut-être vaches. de beaucoup, Vous avez tout c'est compris. les vaches. C'est vous vraiment occuper des le vaches. bétail, les Voilà. vaches, ces vaches que l'on prend jeunes, qu'on amène au très haut niveau, qu'on essaie de maintenir au haut niveau. C'est quelque chose de, je crois, ceux qui sont éleveurs de chevaux de course ou d'autres choses, dans d'autres catégories de bétail, me comprendront très bien. Alors, on va aborder plusieurs sujets pendant à peu près une demi-heure, 40 minutes. On va commencer par essayer de vous découvrir, parce qu'avant de voir et de comprendre, on va essayer de faire un peu le tour de ces... Presque, ça fait plus de 60 ans finalement, parce que vous avez démarré la course landaise à quel âge exactement? Ah, j'ai commencé tout jeune. Et les vaches, je les ai toujours vues courir sur la place Paul Bert, Saint-André à l'époque, pour les fêtes de Bayonne. C'est là où j'ai découvert les vaches pour la première fois. Une fois, une vache devait me tuer. J'étais assis dans l'arène, sur un pavé, ce que je faisais là, je ne sais pas. La vache a raboté tout le long de la barrière, et puis elle s'est arrêtée face à moi, à quelques centimètres. Je n'ai pas bougé, parce qu'on disait à l'époque, si tu ne bouges pas, elle te fait rire. Alors moi, j'écoutais les grands. Je ne bougeais pas, et la vache, elle était un peu essoufflée, elle m'a envoyé ce souffle dans le visage, et ça peut paraître impensable, mais ça a été un choc émotionnel terrible. Et après, je n'avais plus que ça dans la tête. Les vaches, les vaches, les vaches. Vous avez un gros parcours. Et je suis retombé sur une émission faite par Eurofilm à l'époque, qui suivait la course hollandaise, où vous parlez de votre parcours et vous dites tout ce que vous avez fait. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on va regarder Ça va me rajeunir. Voilà, on va voyager dans le temps et vous me ferez vos commentaires après. D'accord? J'ai donc débuté comme Charlot au sein de l'équipe Maigret. Par la suite, eh bien, toujours parce que j'étais attiré par les vaches, et uniquement par les vaches, et encore à l'heure actuelle aujourd'hui, il n'y a que ça qui m'intéresse dans la course, le bétail, eh bien j'ai essayé de sauter. Comme je faisais un peu de gymnastique, ça m'a été facile. J'ai donc fait mes débuts ensuite comme sauteur au sein de l'équipe La Routure. J'ai donc débuté comme sauteur à une course TOS en 1962, où j'étais arrivé pour écarter. J'avais été embauché par Ramoncho Ramonchit, qui était débaillonné comme moi. Et à la surprise générale, eh j'ai effectué un saut périlleux, alors que j'étais venu pour écarter. Ça avait été un petit peu la révélation pour tout le monde, car les sauteurs à l'époque, évidemment, ne couraient pas les rues. Suite à ça, j'ai donc signé une première licence chez La Routure, mais ça a coïncidé aussi avec mon départ sous les drapeaux, puisque je me suis engagé à 18 ans aux Pompiers de Paris. Et j'ai donc débuté en 64 dans les arènes de Samadé, où pour ma première course, j'ai créé à la fois, pour la première fois dessus les coursières, le saut de l'ange et le saut périlleux vrillé. Mes débuts sont situés, comme je viens de vous le dire, avec l'équipe Maigret, où il y avait Jean-Claude Leichef-Quadrilla, Joe Barrère, tous des jeunes, mais qui formaient déjà une très grande équipe. En fin de saison 64, j'étais champion de France des sauteurs, devant Henri Duplat, un grand nom de la course hollandaise, et Gilbert, qui sautait lui aussi à l'époque chez La Routure. L'année suivante, en 65, je repartais encore comme sauteur, mais ça s'est moins bien passé, car en effectuant un saut périlleux vrillé dans les arènes de Habas un dimanche de Pâques, je me fracturais la cheville, et forcément, ça a été très 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 dur de revenir, surtout qu'en face de moi, il y avait un sauteur qui s'appelait Henri Duplat, qui était un véritable phénomène, un garçon qui était capable de sauter n'importe quoi et n'importe où, dans n'importe quelle condition, et donc il m'a mené la vie très très dure. En 65, j'étais donc battu, j'étais second, et Henri Duplat était champion. Au cours d'un pari, avec la quadrilla évidemment, qui me chambrait un petit peu d'avoir été battu au championnat de France, eh bien je pariais que j'allais remporter le championnat de France
les jeunes écarteurs. C'est ce que j'ai fait. C'était à Pontonx. J'ai donc battu dans l'ordre Marc-Henri et Bernard Huguet, qui malheureusement nous a quittés depuis. J'étais donc champion de France jeunes écarteurs, fin 65, et engagé en 66 au sein de la quadrilla La Routure. Au cours de ma carrière, bien entendu, quand j'ai débuté, il faut savoir que le championnat de France ne comptait pour le championnat que les supérieurs. C'est-à-dire nous effectuions que des supérieurs. Il m'a fallu longtemps pour faire admettre à la fédération de l'époque qu'un championnat des sauteurs devait s'exécuter sur tous les sauts existants en course landaise, c'est-à-dire en prenant le minimum, le saut pied joint, le saut de l'ange et le saut périlleux. C'est ce qui fut fait, et par la suite, eh bien, j'ai eu la chance d'être 2 fois de plus champion de France. J'ai donc participé aussi au championnat de France des écarteurs. J'ai fait l'entraîneur jusqu'en 83, et là, en 83, ben, c'était encore un tournant dans ma carrière, puisque, avec mes camarades Michel Dariccio et Didier Laplace, nous avons créé la dalle. La même année, c'est-à-dire en 84, je commençais une reconversion, puisque je devenais cordier. Et depuis, bien entendu, je suis toujours à la corde, j'espère jusqu'à la retraite. Alors, cette phrase « j'espère jusqu'à la retraite », finalement, on pourrait l'enlever. Non, mais c'est drôle de revoir ces photos d'images. Je me dis que j'avais des jolis cheveux, fait que là, ce côté-là, c'est un peu moins bien aujourd'hui. Je me trouvais pas mal, je trouvais que je parlais bien, et ma foi, je crois que, une fois de plus, cette première partie historique de ma carrière ou de ma vie est très bien retracée, et c'est de très belles images. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve et à la fois votre parcours, mais on découvre aussi à travers les mots que vous êtes un créateur, parce que pour commencer, vous êtes un créateur. C'est vous qui avez créé, qui est la base du saut d'aujourd'hui finalement, le saut de l'ange, le saut périlleux-vrillé, le pied joint, alors qu'à l'époque ça ne se faisait pas du tout. Et vous êtes novateur à ce moment-là. La grande évolution, c'est que quand j'ai débuté, les sauteurs ne comptaient pas pour la compétition. Ils passaient à l'entracte, c'était un petit interlude. Et puis ensuite, avec Henri Duplat, moi et 2 ou 3 autres, eh bien, ils se sont dit, bon, c'est intéressant, on va les incorporer dans la compétition. Et ma foi, c'est, je crois, très bien, puisqu'on voit aujourd'hui le niveau des sauteurs qui est nettement supérieur à ce que je faisais à l'époque. On était un peu désordonnés, bon, on passait par-dessus la vache, mais on n'avait pas le classicisme des garçons comme aujourd'hui, comme Ribeiro, etc., comme Lapierre et compagnie. Donc, je me dis que finalement, la course hollandaise évolue, mais ce qui me gêne, c'est que les jeunes de l'école taurine s'imaginent que la course hollandaise a toujours été comme ça. Non. Tout a évolué, certains diront en mal, d'autres diront en bien, et ma foi, je crois qu'aujourd'hui, bien, la course hollandaise est un lien social extraordinaire, car malheureusement, les églises ne font pas le plaire le dimanche. J'ai connu des gros music-halls dans de grosses bourgades, comme Agenmont, Pomarès, etc. Ça a disparu. Il y avait des courses cyclistes, ça a disparu. La seule chose qui se maintient et qui fait que les gens du village se rencontrent, c'est la course landaise. C'est vraiment une des difficultés justement de la course landaise, parce que elle est confrontée à tout ce qui arrive, les nouveautés, que ce soit sportive, parce que c'est un sport. Elle est confrontée aussi à la tradition, où les gens se sentent moins concernés. Elle est confrontée à la nouveauté technologique, avec Internet, où les jeunes sont moins passionnés. Comment vous voyez ça, vous, justement, cette évolution générale? On y reviendra un peu plus tard, mais là, rapidement. L'évolution est inéluctable. La société bouge. En bien ou en mal, d'ailleurs, mais enfin, elle bouge. Et je crois que la course hollandaise suivra à peu près la même formule. Le problème qu'il y a, il faut bien comprendre qu'un écarteur, il part du mois de mars jusqu'au mois de novembre, chaque course où il sera engagé. Il se doit d'être là. Et le grand problème, c'est que les écarteurs ont des copines qui aimeraient le dimanche aller à la plage, ou des femmes avec les enfants qui voudraient aller promener par là. Et ça arrive à un moment donné, dans 30, 35 ans, où les écarteurs se posent la question, est-ce que ça vaut la peine d'être écarteur?
beaucoup de choses sont venues se greffer. Il y a eu l'URSSAF qui a pénalisé un petit peu les comités, et encore grâce à la fédération, ça s'est à peu près arrangé, mais ça s'est arrangé pour les acteurs actuels. Mais pour ceux à venir, ça va être encore de la paperasse, des papiers, des déclarations. Et quand on voit le peu de bénévoles qui sont vraiment motivés dans tous les comités organisateurs, il faut se poser des questions. Trop de contraintes, mais ça dégoûte les gens. Ils se disent, bon, après tout, qu'est-ce que je vais me casser la tête avec ça? Alors pour l'instant, ça tient, parce que si vous voulez, et ça c'est un phénomène nouveau, les comités, pour avoir des recettes supplémentaires pour organiser la course landaise, car ça coûte cher bien entendu, eh bien, ils font des repas, ils font des lotos, ils font des concours de bolotes, ils se battent pour avoir un certain capital, pour avoir une course aussi belle que le voisin d'à côté. Donc c'est un monde extraordinaire, parce qu'il y a une jalousie. Si à tel endroit ils ont fait 200 points, et nous on fait 250, c'est magnifique. C'est une question d'honneur, finalement, pour les comités organisateurs. Alors, on y reviendra. On va d'abord parler de vous, parce que on voit donc que vous avez été créateur, novateur, mais en plus, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire et sauteur et écarteur? Vous l'avez fait pas longtemps, mais quand même, arriver à être champion de France sauteur et champion de France jeune écarteur, ça demande, c'est pas du tout la même chose. Les deux peuvent cohabiter, mais je crois que dans une saison, tu ne peux pas, ou accidentellement, faire les deux. Il faut choisir. L'écarteur, c'est être sportif, s'entraîner beaucoup. L'écarteur un peu moins. L'écarteur, il faut du courage, de la classe, du style, apprendre le plus vite possible à comprendre les vaches, et surtout, ça c'est la chose la plus extraordinaire, avoir confiance à un cordier qui tient votre vie ou votre intégrité physique entre ses mains. S'il se trompe, ça peut être très grave. Donc, c'est tout un ensemble qui fait que pour être écarteur, il faut être un peu spécial. Comme je dis toujours, je donne un exemple, si au moment de sauter de l'avion en parachute, tu te retournes et tu dis, mais qui c'est qui a plié le parachute? Oh, c'est le pec du village. Mais là, tu ne sautes pas. Hein. Donc, il faut une confiance absolue. N'importe qui ne peut pas tenir la corde. Il faut qu'il y ait une certaine confiance entre l'écarteur et le cordier. Une complicité totale. L'écarteur qui est capable de prendre un mauvais coup, un coup de pointe, comme on dit, ou un coup de tête, hein, et qui n'en veut pas au cordier, ça c'est exceptionnel. Ça c'est exceptionnel. Oui, parce qu'il faut bien comprendre, alors on va bousculer un peu comme ce que j'avais prévu, c'est que, comme vous dites, on arrive au domaine de la tumade, c'est le terme utilisé dans le milieu, si on peut dire, c'est qu'ils prennent des coups quand même, et c'est des animaux qui sont impressionnants, et ils y retournent. Je vais vous montrer la tumade à art et courage, et vous avez essayé justement de m'expliquer ce côté cordier, à quel moment ça joue, par rapport au fait qu'ils se mettent en place. Mais art et courage, on est sans corde. Il ne faut jamais oublier, regardez bien, le taureau n'attrape qu'une jambe. Mais s'il avait attrapé les deux à la fois, il pouvait lui faire une pirouette avec une retombée qui aurait pu être dramatique. Ouais. Surtout que là, il n'y a pas de corde pour tenir l'animal après la tumade. Et là, j'arrête volontairement. Ils viennent de se prendre un boche, c'est un taureau, quoi. Il a quand même pris, je ne sais pas, 500 kilos dans le buffet, si on peut dire. Il se relève, il a mal. Vous qui y avez été, vous avez mal, là, quand même, à ce moment-là. Ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien, on est bien d'accord. Et il est parti à la balustrade, il a mis son pantalon découpé dans la chaussette, et il y retourne. Et là... Un bel écart. Il fait un très bel écart. Il croit même avoir gagné à ce moment-là. Mais ça, c'est la fierté de l'écarteur. On ne doit pas laisser un animal rentrer après le tumade. Il faut, ne serait-ce que pour conjurer le mauvais sort et se redonner confiance, se remettre devant pour le raffronter une fois de plus. Sinon, si tu pars en ayant eu le tumade qui t'a fait mal, si tu ne peux pas revenir en plus, eh bien, tu te dis, tu doutes. Il ne faut pas douter. Un taureau qui doute est un taureau qui ne réussira pas.
C'est fini. À part, Fini, c'est pas le mot. il Mais va avoir du mal à il y ne revenir reviendra après. pas. Il aura du mal, oui. Il aura du mal. Alors, j'en profite sur ces images-là pour voir que vous êtes derrière et que, vite fait, vous lui dites un petit mot. Vous savez, je me suis occupé de l'arrêt courage pendant 30 ans. C'est même vous qui êtes à la Je base suis de revenu avec le nouveau comité directeur, la nouvelle organisation du festival. Donc, ça me fait 32 ans. Cette année, ils ne m'ont pas mis dehors, donc ça fera 33 ans. J'ai quand même une certaine expérience. Et les gars, toujours, ils savent que, bon, je peux leur donner un bon conseil. Oui, parce que on va voir ça, c'est que vous êtes présent. Alors, je ne vais pas du tout suivre le fil de ce que j'avais prévu, parce que j'aime bien comme ça. Vous êtes là partout. On va parler de votre passion d'aujourd'hui avant de parler de votre passion d'hier. Parce que finalement, à 80 ans, je vais vous montrer des images, parce que vous êtes là, et on va voir justement Arrêt Courage. Là, c'est le taureau, la vache au championnat de France. Et on voit que... Allez-y, Ah oui, mais ça, bien commentez. sûr, bien sûr, bien sûr. Là, vous intervenez. Parce que ça ne vous plaît pas ce qu'ils sont en train de décider? Pourquoi ça même un peu le public a réagi? Vous savez, ce qui m'amuse beaucoup, et là vous allez me trouver très prétentieux, quand on me dit que j'ai 80 ans, c'est vrai, physiquement je les ai, mais pas dans ma tête. Et pourquoi pas dans ma tête? Car depuis que j'ai débuté, je n'ai jamais côtoyé des gens de mon âge. J'ai toujours vécu avec des jeunes de jusqu'à 30 ans. Je considère que jusqu'à 30 ans, on est jeunes, 40 ans aussi, mais enfin, plutôt avec ces jeunes qui débutent, écarteurs, etc. Et finalement, de ne côtoyer que des jeunes, le cerveau, ma mentalité, reste jeune. Je ne réalise pas, aussi incroyable que vous pouvez penser, l'âge que j'ai. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que, des jours, des fois, j'ai mal aux jambes. Bon, ça, il faut pas non plus. Surtout quand tu marches dans la boue toute la journée, c'est compliqué, c'est dur. Mais dans ma tête, je resterai éternellement jeune tant que je côtoierai les jeunes écarteurs, les jeunes sauteurs dans l'arène. C'est vraiment l'adrénaline que vous aviez avant dans l'arène, c'est d'être au contact de ces jeunes. Je dirais qu'elle continue quelque J'essaie part. de leur transmettre ces règles qui ne sont écrites nulle part, mais que l'on se passe de l'un à l'autre, et qui fait que nous avons nos propres codes, nos propres idées. Maintenant, bon, parce que c'est la compétition, on les a plus ou moins codifiées, mais à l'époque, c'était comme ça. Alors, justement, vous venez de me parler d'Arrêt Courage, et vous êtes en train de m'expliquer les codes. Là, je vais mettre le son pour que vous entendiez ce que vous êtes en train de leur dire à ce moment-là. À quelques minutes d'entrée en piste, le stress monte chez les acteurs de la soirée. On est motivé pour soi et pour les copains qui se jouent un petit peu l'intégrité physique. D'accord? On y croit tous, vous savez. Aujourd'hui, vous êtes l'équipe de France, comme je le dis toujours, de la fédération. Il y en a qui auraient mérité d'être là encore aujourd'hui. Vous avez été choisi par une commission, donc c'est qu'on a considéré que vous faisiez partie des meilleurs. Alors à vous tous, je vous dis, soyez chers. Allez les gars, tous ensemble là, Et on sent que votre discours porte, parce que là, on a mis des images à l'époque du reportage, mais nous, on a les images pendant que vous leur parlez, on les sent. J'essaye, je dis bien que j'essaye, d'avoir les mots justes, les mots que veulent entendre les taureaux juste avant de rentrer dans l'arène. C'est très important, parce qu'évidemment, il y a du doute dans la tête, ils ont beau être en forme, ils ont beau avoir envie, mais tu as malgré tout, quand la caserienne, qui vont faire le passeo, se présenter au public, il y a quand même toujours un petit peu, qu'on le veuille ou non, une appréhension. Et les quelques mots que tu dis, car je fais malheureusement partie des grands anciens, ils savent que j'ai de l'expérience, ils savent que j'ai vécu tout ça avant eux, donc automatiquement, moi je pense, j'ai l'orgueil de le croire, je pense que ça porte un peu quand même. Je pense que, je vais dire, moi je connais d'autres choses, ce qu'on va vous montrer derrière, donc vous pouvez le penser, parce que on va avoir interviewé, puisque c'est un sujet qu'on nous avait demandé, et on va avoir interviewé plusieurs personnes, vous verrez ce qui va être dit.